Bonjour à tous, bienvenue dans le 15e numéro de La Perme. La Perme, votre journal politique du confinement qui a pour but de dégager des pistes de lutte pour lutter maintenant et pour l'après le confinement. Comme d'habitude, je vous invite, avant de commencer la vidéo, à la partager, à appuyer sur le petit bouton partage pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, mais aussi à la liker, à vous abonner sur la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités. Pour cela, rien de plus simple. Dans la section commentaires de ce live, vous mettez vos questions et remarques et je les ferai remonter en deuxième partie d'émission à nos invités. Alors, pour ce 15e numéro de La Perme, on va parler du Covid-19, du cas de la pandémie, en faisant un focus sur le 93, la Seine-Saint-Denis, mais aussi les quartiers nord de Marseille. Alors, pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir tout d'abord Mohamed Bensada. Bonjour Mohamed. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors toi, tu es militant des quartiers populaires de Marseille et tu es membre de Quartier Nord, Quartier Fort. J'ai Oui, aussi le plaisir de recevoir Asdine Taibi. Bonjour Asdine. Bonjour à vous tous. Merci de m'inviter. Vous êtes maire de Stein. Je tiens à signaler que vous avez été réélu là au premier tour. Vous êtes aussi vice-président de la Plaine Commune et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, délégué à l'agenda 21. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Julien Talpin. Bonjour Julien. Bonjour. Alors toi, tu es chargé de recherche en sciences politiques au CNRS. Tu es spécialiste des mobilisations politiques, notamment dans les quartiers populaires. Et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment le dernier, Bâillonner les quartiers, comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, qui a été édité chez Les Étacs cette année-là, en 2020, c'est ça? C'est ça, ouais, sorti en janvier. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment à discuter du sujet qui nous intéresse, on va faire notre petite question habituelle. Je voulais savoir comment ça se passe pour vous le confinement. Est-ce que vous êtes obligé d'aller travailler? Je pense que ça doit être une situation un peu particulière pour un maire. Déjà, on va commencer par vous, Azine Taibi, pardon. Oui, ouais, très particulier. Très particulier. Ça a été très dur les 15 premiers jours. Je ne vous le cache pas parce que je suis passé d'une période très, on va dire, très chargée, très dynamique avec les élections et puis le premier tour des élections le 15 mars à une période de confinement. Donc, il a fallu prendre ses marques. Il a fallu prendre ses repères. Et ça ne m'empêche pas quasiment tous les 2 jours de consacrer au moins une demi-journée à l'extérieur, d'aller voir comment les choses se passent sur le terrain, d'aller voir le personnel soignant, d'aller voir les associations qui organisent dans nos quartiers populaires de la distribution alimentaire, etc. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est ça aussi la force des quartiers populaires, mais on va certainement en parler après. Et puis d'aller voir les différents partenaires qui sont sur le terrain, les soignants, comme je disais. Et puis de gérer un certain nombre d'affaires assez compliquées. Et on va certainement y revenir avec la situation, le cas particulier de la Seine-Saint-Denis, mais aussi des quartiers nord de Marseille, enfin en tous les cas des quartiers populaires d'une manière générale. Alors, je crois qu'on a quelques petits soucis là avec la connexion avec Asdine, donc on va continuer le temps de le reprendre. Mohamed? oui. Alors moi, la question, honnêtement, je ne vais pas pouvoir te répondre directement sur le confinement parce que je ne suis pas vraiment confiné. D'une part parce que je suis professionnel de la santé, donc je suis manip radio et je travaille dans un hôpital privé. Donc du coup, je suis non pas réquisitionné, mais je fais mon boulot comme d'habitude avec la particularité de cette crise sanitaire et tout le contexte que ça met autour de nos professions qui sont donc en première ligne. Et depuis une quinzaine de jours, en plus de l'activité professionnelle, on a décidé de réquisitionner avec les membres du syndicat des quartiers populaires de Marseille et les salariés de McDo, justement ce fast-food pour en faire une plateforme solidaire. Donc du coup, le confinement, en réalité, je ne suis pas si confiné que ça, quoi. Effectivement, on va en reparler durant cette émission. Et toi, Julien? Moi, ça va plutôt pas mal. Je dois reconnaître que je suis assez privilégié parce que moi, je suis confiné dans mon appartement à Roubaix, mais je suis en tant que chercheur, je suis fonctionnaire et donc je peux travailler de chez moi, télétravailler, voilà. Et c'est même une période assez propice puisque j'ai de futurs bouquins à écrire et donc ça se prête assez bien à l'écriture. Donc j'ai bien conscience d'être très privilégié par rapport notamment à tous les habitants des quartiers populaires dont on va parler maintenant.
D'accord. Tu pourras aussi peut-être aussi nous éclairer sur la situation aussi à Roubaix. Alors, avant de rentrer vraiment dans le débat, mais ça en fait partie, on ne peut pas commencer l'émission sans parler de ce qui s'est passé hier soir. Avec ce jeune qui a été... donc, certains disent que la jambe a été arrachée par les policiers, mais apparemment non. Ça fait partie des nombreuses violences policières qu'on voit pendant le confinement. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette atmosphère? Est-ce que vous vous voyez ça sur le terrain? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer? Ça marche, vous voyez, non? Je suis revenu, ça va? On voit, vous êtes revenu. On va commencer par Mohamed. Moi, je suis juste consterné par ce qui se passe. Alors, l'événement de Villeneuve-la-Garenne, c'est de celui dont tu parlais, ce jeune qui s'est fait percuter par une portière ouverte. Bon, l'enquête dira si c'était volontaire ou pas, mais en réalité, on a tous notre petite idée sur la façon dont ces choses se passent. Je suis atterré par le fait que la police républicaine est censée nous protéger, mais dans les quartiers populaires, c'est une force de maintien de l'ordre. Pardon de mettre les pieds dans le plat comme ça, et on constate par ces temps de crise sanitaire qu'il y a des gens qui jouent au cow-boy. Je ne sais pas quel est le contexte précis de ce qui s'est passé hier, mais aucune interpellation ne peut amener à ce que quelqu'un perde une jambe, voire pire. Voilà, en tant que citoyen, je lis les textes, je lis ce qui a marqué sur les frontispices des administrations, des mairies, des préfectures, liberté, égalité, fraternité. Je vois que dans la façon dont on contrôle les uns et les autres, il n'y a pas cette égalité-là. Et c'est toujours dans les larmes, c'est toujours dans le sang. Et cette période de Covid-19 est propice parce que c'est pas le premier cas. On a vu des tas de dérapages, entre guillemets. Je ne sais pas quel mot utiliser pour pas choquer les uns ou les autres, mais on a vu tellement de mauvais comportements, inadaptés, inappropriés, disproportionnés à l'égard de jeunes gens qui, effectivement, parfois peut-être ne respectaient pas les règles du confinement, mais qu'on pouvait expliquer beaucoup plus tranquillement, quoi. Voilà ce que j'avais à dire moi, sur ça. Et bien sûr, une pensée émue pour ce jeune homme et pour sa famille et pour son quartier. Julien? Oui, je crois que c'est l'accélération, au fond, de ce qu'on connaît en temps ordinaire dans le traitement policier des quartiers populaires, et notamment des jeunes hommes racisés, quoi. Et donc, c'est assez horrible pour ce jeune garçon. Là, on verra ce qu'il en est. Apparemment, la famille a porté plainte. Et depuis le début du confinement, on assiste quasi quotidiennement à des violences de cet ordre-là. Moi, je me rappelle au début du confinement ici à Roubaix, il y a une histoire qui avait fait pas mal de bruit, où un éboueur, en fait, rentrait chez lui à la fin de sa tournée. Voilà, il était assez tôt le matin, je crois, et il n'avait pas d'attestation. Ils se sont embrouillés avec les policiers et il s'est fait frapper, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est que d'un côté, on a tout un discours pour dire bravo, merci à tous ces héros du quotidien et qui sont, on y reviendra, je pense, mais pour beaucoup, issus des quartiers populaires, et ce qui les place aussi en première ligne dans l'exposition au virus, et puis qui en même temps prennent très cher. Il y a la violence, et puis il y a aussi tout le reste. Il y a les amendes, quoi. Je crois, alors les chiffres sont fluctuants, mais que on n'est pas loin d'une amende sur 10 au niveau national qui a été attribuée à un habitant de Seine-Saint-Denis. C'est hallucinant, quoi. Alors, on pourra revenir sur justement le traitement médiatique et l'idée selon laquelle les habitants des quartiers seraient moins respectueux du confinement. Mais voilà, la répression policière, elle passe aussi par ces amendes et le coût que ça a, quoi. 135 €, et puis en plus, ça s'accumule. 135 € multipliés par je ne sais pas combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'amendes, c'est hallucinant pour des gens qui ont du mal en ce moment à joindre les deux bouts. À Roubaix, je finirai par ça, mais il y a un jeune aussi qui probablement n'était pas très sérieux, mais qui au début du confinement avait enchaîné en quelques jours 5 ou 6 amendes et qui a fini par prendre de la prison avec sursis, quoi. Bon, moi, je crois que c'est pas très bien de ne pas respecter le confinement, mais de là à constituer un casier judiciaire, prendre de la prison avec sursis pour des trucs comme ça, voilà, ça a des conséquences derrière sur la vie des gens, quoi. Et c'est honteux, et voilà, c'est ce qu'on connaît depuis déjà bien longtemps. Azim Taibi, vous voulez réagir sur ça? Oui, une petite réaction. Comme Julien et Mohamed, déjà, je m'associe
au souhait d'un bon rétablissement là, du jeune homme qui a été violemment agressé à Villeneuve-la-Garenne. Donc, il y a une enquête qui est en cours, je crois. Et, bon, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même une vive émotion dans les quartiers populaires de Villeneuve-la-Garenne. Ce qui est fortement inquiétant, c'est qu'on voit bien le pouvoir actuel, mais comme beaucoup de responsables politiques, veulent profiter justement de cette crise sanitaire pour la transformer en état d'urgence, justement, pour quelque part se dire c'est peut-être l'occasion et c'est peut-être encore le moment de pouvoir mater un peu plus les habitants des quartiers populaires, en particulier les jeunes. Là où justement le confinement est beaucoup plus difficile qu'autre part, et contrairement aux idées reçues, c'était le cas en début de confinement où certains commentateurs des médias disaient de toute façon le confinement n'est pas du tout respecté en Seine-Saint-Denis et pas dans les quartiers populaires, alors qu'il est tout autant respecté partout, sauf que les conditions de confinement ne sont pas forcément les mêmes en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires de Marseille ou à Toulouse, que ça peut être le cas à Issy-les-Moulineaux, à Levallois ou dans le 16e, et que justement les inégalités, y compris la relation avec la police, n'est pas la même selon si on habite dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly-sur-Seine ou à Stains ou à La Courneuve ou à Marseille. Parce que moi, j'ai quelques témoignages de groupes d'habitants qui se promènent tranquillement dans les beaux quartiers, où là, la police reste plutôt, je dirais, bienveillante, alors que quand c'est le cas dans les quartiers populaires, là, pour certains policiers, c'est vraiment l'occasion, je dirais, de mettre en place cet état d'urgence qui est, quand il ne faut pas s'y perdre là-dessus, qui est quelque part plus ou moins demandé et par le pouvoir actuel et par une bonne partie de la classe politique. Je vois par exemple les décisions de certains maires de demander la mise en place d'un couvre-feu, comme par hasard, dans certains quartiers et pas forcément sur tous les quartiers. Donc là, il y a une tentative de dérive qui est en train de se mettre en place et qui risque, à mon avis, de s'aggraver selon le temps encore du confinement et qui va forcément toucher encore plus les habitants de nos quartiers populaires. C'est le cas aussi à Stains. Alors à Stains, je touche du bois, je n'ai pas à déplorer, je n'ai pas eu de remontée de problèmes d'accrochage entre policiers et habitants. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais je sais que ça existe dans un certain nombre d'endroits. Donc voilà, il faut être, à mon avis, très 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 vigilant et voilà, donc faire très très attention, quoi. Et c'est vrai que c'est assez préoccupant quand même. On va parler de tout ça durant l'émission. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent commencer à poser leurs questions et remarques dans la rubrique commentaires du live. Alors, pour commencer la discussion de façon un peu générale et avec une question un peu naïve. Oui, Mohamed, vas-y. Juste Wissam, juste pour terminer sur le sujet, même si on ne termine pas et si on est interpellé dessus, je voudrais quand même associer mon émotion à celle que j'ai ressentie pour le cas de Mohamed, le jeune homme qui a été tabassé à Béziers aussi. Hein. Donc voilà, on a vraiment des cas qui sont de plus en plus graves, des gens qui meurent, des gens qui se font estropier, plus tout ce que nous a rappelé effectivement de façon chiffrée Julien. Plus que ce que vient de nous dire aussi monsieur le maire de Stains. Tout ça c'est un contexte sur lequel il faut vraiment être vigilant. L'émotion ne suffira pas. Je crois qu'il y aura une vraie prise de position politique et citoyenne engagée collectivement sur ces sujets-là. L'épisode des violences policières concernant les Gilets jaunes a mis en lumière effectivement cette espèce de problème qu'il y avait entre la police et les citoyens. Nous, en tant qu'habitants des quartiers populaires, ça fait très 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 longtemps que ce gilet jaune, on le porte. En tout cas, concernant la violence policière, ce débat-là, il faudra qu'il ait lieu pour que l'égalité de traitement s'impose partout. Ça sera peut-être l'occasion dans cette émission d'aborder les moyens pour les quartiers, quels moyens ils peuvent mettre en place pour s'organiser. C'est d'ailleurs le sujet de ton livre, Julien, et on va essayer d'aborder ça durant l'émission. Mais pour commencer, donc, comme j'ai dit, j'avais une question un peu naïve, on va dire. Est-ce que vous pensez, là on dit que l'État est aux abonnés absents, ce qui concerne la gestion générale de l'épidémie, est-ce que vous pensez que c'est encore plus le cas dans le cas des quartiers populaires? On va commencer par vous, Azine Taïbi, parce que vous faites partie des 8 maires du 93 qui portaient plainte contre le gouvernement. Donc je pense que pour vous, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors déjà, on n'est pas 8 déjà. J'aurais bien aimé qu'on soit 8 maires. On n'est pas 8 maires.
on est 5 maires. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est important d'apporter la rectification, mais j'aurais préféré qu'on soit davantage de maires. On est 5 maires déjà, ce qui est pas mal. On sera certainement beaucoup plus de maires avec l'épisode de la crise sanitaire qui va peut-être permettre je l'espère, à certains maires de prendre, ils en prennent conscience, mais de prendre conscience que là, il faut vraiment taper fort et puis taper très fort contre l'État, contre les responsabilités de l'État et le fait que l'État se rend coupable de non-assistance à habitants en danger, y compris dans les quartiers populaires. Nous sommes 5 maires, le maire de l'Île-Saint-Denis, la maire de Bondy, la maire d'Aubervilliers, le maire de Saint-Denis et moi-même. Donc c'est moi qui ai été à l'initiative maintenant, il y a presque 2 ans, de déposer un recours contre l'État pour rupture d'égalité dans les différents domaines. Et la preuve, la santé, c'est le cas, et je vais y revenir très, très rapidement. Et c'est l'avocat Harry Halimi qui nous suit là-dessus, que vous connaissez très bien, Harry Halimi, qui nous accompagne sur la partie juridique et moi sur la partie politique avec les 4 maires. On mène la bataille. Oui, en effet, la gestion et le traitement de cette crise sanitaire est pour moi une catastrophe ici en Seine-Saint-Denis, je le dis bien. Quand je dis ça, je ne pointe pas le travail que mènent les services de l'État, nos collectivités, fort heureusement, les différentes, je dirais, institutions, les hôpitaux, etc. Heureusement que derrière, il y a des personnes complètement, je dirais, investies, solidaires sur le terrain. Mais je dirais l'orientation politique, la gestion et la manière d'aborder les choses par ce gouvernement et par Macron est une pure catastrophe. Et elle est à l'image, en tous les cas, de la manière dont le pays est géré depuis l'arrivée de Macron. Et puis, elle est à l'image de toutes les politiques d'austérité qui sont menées dans ce pays-là depuis 30 ans et qui touchent plus particulièrement, encore plus fort, les quartiers populaires. Donc, forcément, avec cette crise sanitaire, c'est la double peine. Voilà, déjà, en temps normal, les habitants subissent les injustices sociales territoriales. Et là, on rajoute à cela la crise sanitaire. Et c'est pas, malheureusement, ce n'est pas un hasard si c'est en Seine-Saint-Denis où il y a le plus de décès. C'est terrible, et parfois des décès beaucoup plus jeunes que dans d'autres territoires. Ce n'est pas un hasard si ici en Seine-Saint-Denis, les moyens pour les soignants sont les plus difficiles à obtenir, que ce soit de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis ou à Vicenne à Bobigny, et ce malgré, je dirais, franchement, l'engagement, et je rends hommage au personnel soignant, je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain et qui se battent justement pour essayer de créer cet élan de solidarité qui existe, aux associations, aux collectifs qui s'organisent tous les jours. Pas plus tard qu'hier, j'étais au marché puisqu'on a mis en place des paniers solidaires en direction de la population et surtout celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Et dans quelques jours, il va y avoir l'approche du Ramadan et là, il va falloir qu'on puisse être au plus près des habitants qui seront dans le besoin. Donc, heureusement que sur le terrain, il y a des solidarités. Mais ces solidarités-là, elles sont de l'initiative de celles et ceux qui sont totalement engagés. Et ce n'est franchement pas le pouvoir actuel. Ça n'aura pas été davantage aussi bien géré que les gouvernements précédents. Donc voilà, il y a une volonté vraiment de créer une situation complètement inégale sur le territoire. Et malheureusement, le recours que j'ai lancé contre l'État, de déposer plainte contre l'État, il se confirme dans l'état actuel où la crise sanitaire rejoint la crise sociale, rejoint la crise justement des familles qui doutent sur la capacité de pouvoir que leurs enfants seront accueillis à partir du 11 mai dans les écoles. Donc voilà, il y a une situation extrêmement préoccupante. Enfin, moi, je le vois ici en Seine-Saint-Denis et à Stains, qui est très, très difficile à vivre tous les jours. Il n'y a pas un jour où on m'annonce un décès, il n'y a pas un jour où on me demande d'intervenir pour pouvoir permettre à quelqu'un d'être inhumé, etc., etc. Donc, il y a un tas de… Et là, du coup, l'État, le pouvoir, aura des comptes à rendre, mais plus que des comptes à rendre, aura, je dirais, à s'expliquer, enfin, je l'espère, devant la justice. Alors avant de donner la parole à Mohamed et Julien, en ce qui concerne cette plainte, est-ce que d'abord, où ça en est là actuellement et est-ce que ça a des chances d'aboutir et est-ce que ça a un lien aussi avec le projet porté par Bruno Gassot de rassembler toutes les plaintes pour porter plainte contre le gouvernement? Non, ça n'a pas forcément de lien et la démarche de Bruno Gassot elle est intéressante, mais sa démarche elle est liée beaucoup aussi avec la crise sanitaire actuelle. Mais pourquoi pas, il pourrait y avoir un lien. La déposition de plainte elle est antérieure à la crise sanitaire, donc je ne dis pas qu'on avait anticipé, hein, ça serait
ça serait prétentieux de ma part, et pas du tout. Personne n'aurait pu imaginer qu'on soit confronté à une telle crise sanitaire. Mais cette démarche, elle est antérieure et elle est bien avancée, puisque au-delà, d'abord, nous étions sur un recours indemnitaire, donc c'est une forme juridique, et là, maintenant, nous sommes passés tout simplement sur un recours contre l'État pour rupture d'égalité. Donc les choses avancent bien. Pas plus tard que vendredi, j'ai eu notre avocat Ariel Amy au téléphone. On est en train de faire un point, y compris avec les autres maires, pour que justement on puisse, dans les prochaines semaines, accélérer cette démarche. Et là-dessus, voilà. Enfin, en tous les cas, moi, je suis déterminé, je ne lâcherai rien. Je le fais pas pour me faire plaisir. J'ai autre chose à faire dans ce cas-là. Je le fais parce que c'est surtout pour défendre la dignité des habitants et pour faire en sorte que l'égalité républicaine soit appliquée de manière très claire dans nos quartiers populaires. On ne demande pas l'aumône, on ne demande pas des plans de rattrapage, ce n'est pas de cela qu'on a besoin. On demande simplement que l'égalité républicaine soit appliquée dans nos quartiers, à tout point de vue, ce qui est loin d'être le cas, malheureusement. D'accord. Mohamed ? Oui, alors si tu poses la question sur l'égalité d'accès aux soins, cette crise en réalité sanitaire, Covid-19, elle joue le rôle de catalyseur des situations critiques par ailleurs, hein, et des fractures qui sont multiples, sociales, économiques, politiques, etc., et numériques, et notamment les fractures sanitaires. Si tu me poses la question de ce qui se passe à Marseille, pour être très prosaïque, cette crise sanitaire existait déjà avant, cette rupture territoriale d'accès aux soins, cette offre médicale, paramédicale beaucoup moins fournie dans les quartiers nord de Marseille que dans d'autres quartiers. Donc cette fracture existait déjà. La crise Covid agit comme une espèce de potentialisateur de l'ensemble de ces problématiques. Par ailleurs, je m'interroge sur le rôle de l'ARS parce qu'on parle du gouvernement, etc., qui fait un travail chargé. Alors, monsieur le maire de Stem doit avoir affaire à l'ARS très très souvent. Il me corrigera si j'ai tort, mais en gros, ouais, pour faire schématique et pas rentrer dans des détails techniques qui vont saouler nos auditeurs, l'ARS, son rôle, c'est de mettre en regard des besoins l'offre. En gros, je fais très très schématique. En gros, c'est des gens qui se mettent autour d'un bureau, ils disent bon ben voilà, on a une population de 1000 habitants, ben on va leur mettre tant de lits de réa, on va leur mettre tant de scanners, on va leur mettre tant d'unités de dialyse, etc., En gros, c'est ça. Sauf qu'on constate, nous, dans les quartiers nord de Marseille, et ça doit être la même chose dans l'ensemble des quartiers populaires, pour d'autres raisons, qui ne sont pas des raisons qui ont à voir avec la mission générique de l'ARS, on constate cette inégalité de traitement et d'offres médicales. Il y a beaucoup moins de généralistes dans les quartiers nord, il y a beaucoup moins de médecins spécialisés, il n'y a pas d'unité de chimiothérapie, il n'y a pas d'unité de centre de dialyse. C'est-à-dire que quand vous êtes dialysé, diabétique, que vous concentrez des tas de facteurs de morbidité, ben vous êtes obligé de traverser tout Marseille en taxi, en VSL, etc., et vous arrivez complètement épuisé pour faire encore une fois 4 heures de dialyse qui vont vous lessiver. Donc en réalité, c'est des pertes de chance qu'on accumule pour cette population. Et donc, à ce déficit d'offres médicales et paramédicales, s'ajoutent tous les facteurs sanitaires inhérents à la population elle-même. C'est-à-dire que dans les quartiers nord de Marseille, c'est là que se concentre le plus grand taux de diabétiques. C'est là que se concentrent pratiquement tous les grands malades au niveau des poumons, etc., des maladies respiratoires. Par ailleurs, on a eu l'intelligence de nous faire traverser nos quartiers qui sont devenus des dortoirs par la L2 qui traverse tout Marseille et qui, en gros, nous fait passer des milliers et des milliers de voitures en plein milieu de nos quartiers. Absolument aucune retombée économique pour les habitants. Par contre, on se bouffe toute la pollution, plus maintenant le croisiérisme qui nous balance sa pollution. Donc, quand arrive la crise sanitaire du Covid-19, ben, tout ça, c'est une bombe à retardement qui explose. Et effectivement, je ne sais pas, il y a des statistiques auxquelles on n'arrive pas encore à accéder, parce que moi, je m'appuie sur des statistiques qui datent d'une enquête de 2012. On n'a pas pu obtenir mieux. Vous vous rendez compte? Déjà, on demande, on fait des demandes pour savoir quel est l'état sanitaire des populations, etc., dans le cadre de notre travail de militant.
ben, on n'a que des enquêtes qui datent de 2012. Et à mon avis, la fracture s'est encore plus aggravée. Et sur les enquêtes de 2012 menées par l'INSERM et par l'ORS, on constate déjà qu'il y a, mais c'est d'eux-mêmes, ils disent qu'il y a une fracture patente. Donc effectivement, la crise Covid-19, c'est une aggravation notoire, terrifiante des conditions d'existence des habitants, des conditions de soins et des inégalités. Ça pour nous, c'est l'évidence. Julien? Je ne peux que partager. Au fond, non, mais on assiste c'est le résultat de décennies de politique publique où on a structurellement choisi, on peut dire des gouvernements de gauche comme de droite, de donner moins de services publics, de ressources aux quartiers populaires. Il y a un rapport parlementaire qui était paru il y a 2 ans, qui était d'ailleurs issu de députés LR, me semble-t-il, et En Marche, qui démontrait justement que les ressources publiques consacrées au 93 étaient nettement inférieures à la moyenne de celles qui étaient attribuées au reste du territoire, que ce soit en termes d'éducation, de santé, etc. Je te coupe 2 secondes parce que ça c'est important, c'est intéressant parce que généralement on a le discours comme quoi on arrose ces quartiers de subventions. Comment on explique ça alors? Comment on l'explique? C'est que la politique de la ville qui a été créée à partir des années 80 pour théoriquement faire effet de compensation n'a été qu'une petite goutte d'eau dans un océan qui est structurellement et systémiquement inégalitaire. Si on prend la question de l'éducation, qui est un peu en dehors de notre champ ici, mais je connais moins la question de la santé, la création des ZEP, par exemple, ne vient en rien compenser les sommes que l'on met, par exemple, dans les classes préparatoires qui coûtent extrêmement cher et qui sont davantage situées dans les centres-villes ou dans les villes-centres, etc. Et donc, voilà, on fait le choix depuis des décennies de donner plus de ressources publiques, de meilleurs services publics à ceux qui ont plus et qui sont dans les meilleures situations. Concrètement, voilà, on a de meilleurs et des services publics qui sont davantage dotés à Paris ou dans les arrondissements les plus centraux de Paris que dans le 93. C'est des choix qui ont été faits un peu sous le manteau. Voilà, mais donc je crois qu'il est extrêmement important, et j'ai des collègues comme Renaud Epstein ou Thomas Kirsbaum qui travaillent aussi beaucoup là-dessus, de rappeler, de démontrer voilà, que les chiffres parlent, que voilà, les quartiers populaires sont des quartiers sous-dotés en termes de services publics, et on ne fait que voir les conséquences de tous ces choix-là aujourd'hui. Je voulais dire un petit mot par rapport à ce que vient de dire Julien, c'est important. Il faut savoir que pour la première fois, et d'ailleurs ce dépôt de plainte que j'ai initié avec 4 autres maires, s'appuie surtout sur le rapport parlementaire rédigé par 2 parlementaires qui ne sont même pas issus de la Seine-Saint-Denis. Il faut quand même avoir à l'esprit que pour la première fois, des parlementaires, et pourtant des parlementaires de droite, reconnaissent le traitement d'inégalité en Seine-Saint-Denis. Mais on pourrait parler de Marseille, des quartiers de Marseille. Donc là, évidemment, le focus a été porté sur la Seine-Saint-Denis, chose que nous sommes certains à dire depuis très longtemps. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en effet, on a les médias et la classe politique dans sa grande globalité ont eu de cesse de dire non, vous vous rendez compte, tout l'argent qu'on arrose dans les quartiers populaires, c'est incroyable, on en met du fric. Faux. Et ce rapport parlementaire démontre, je dirais, la carence totale de l'État dans ces quartiers populaires. Et en effet, il faut le rapprocher aussi avec le fait que depuis la mise en place de la politique de la ville qui maintenant existe depuis plus de 30 ans, contrairement aux idées reçues, on aurait pu croire que la politique de la ville, les quartiers prioritaires, tous les dispositifs des quartiers prioritaires permettent justement d'éviter ces inégalités. Au contraire, elles n'ont fait qu'accentuer les inégalités. Parce que le traitement des questions, je dirais, régaliennes et républicaines dans les quartiers populaires, elle est complètement, quasiment inexistante. Et heureusement que sur le terrain, à la fois des services publics qui sont portés à bout de bras par certains, c'est le cas ici à Stains, voilà, des associations et des collectifs sont vraiment sur le terrain pour mener cette bataille contre cette rupture d'égalité républicaine, quoi. Alors là, comme on a dit, oui, moi, vas-y. Juste pour terminer, enfin, je ne sais pas, juste pour continuer sur ce que disait Julien et sur ce que disait Asdine, non seulement la politique de la ville ne compense pas ou ne rattrape pas la différence d'investissement structurel
entre les quartiers populaires et le reste des quartiers. Mais pire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et effectivement, tu disais, c'est l'objet de stigmatisation des quartiers populaires, parce qu'on dit, on donne des chiffres comme ça, on a arrosé depuis 30 ans avec la politique de la ville, les quartiers populaires, on a investi des milliards. Mais en réalité, quand tu lèves le doigt et que tu poses la question de demander quels ont été les investissements structurels pour le développement en termes d'éducation, en termes de loisirs, en termes de voirie, etc., ville par ville. Alors moi, je vais parler de Marseille. Quand tu lèves le doigt et que tu demandes ça, on te répond non, non, mais vous mélangez tout. Alors qu'en réalité, on ne mélange rien du tout. C'est que la politique, les budgets de la politique de la ville servent de cache-misère au fait que plus personne n'investit quoi que ce soit, ni l'État, ni les collectivités territoriales, dans les quartiers populaires. Et quand on leur demande de nous dire exactement quels sont les budgets alloués aux uns et aux autres, ben là, c'est des grands silences, c'est des fuites, mais on sait très bien qu'il y a des ratios qui sont de 1 à 3 à Marseille sur ces questions-là. Quand Hérault est descendu en 2013 avec son fameux plan pour sauver Marseille, etc., il devait mettre en branle pratiquement 2,5 milliards alloués au développement des quartiers dans le nord de Marseille et dans le centre-ville sur les quartiers populaires. En réalité, on s'aperçoit pratiquement 7 ans après que ces budgets ont été complètement engloutis sur le périmètre méditerranéen et sur les travaux de la L2. Donc voilà, la réalité, elle est là aussi. En parlant de la réalité, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment, vous avez commencé à l'aborder, le fait qu'il y ait une égalité même dans le confinement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe la vie dans ces quartiers avec le confinement? J'imagine que ça doit être particulièrement difficile, notamment avec des logements souvent exigus, insalubres, sans vraiment accès à l'extérieur. Quelles sont les difficultés que ces populations rencontrent là actuellement? Mohamed? Alors, c'est tout simplement intenable, parce que le gouvernement a pris tout un train de mesures pour essayer de mettre en place un espèce d'amortisseur économique et social pour la sphère du travail, etc. Mais dans les quartiers populaires de Marseille et d'ailleurs, Azine le dira peut-être encore mieux que moi parce qu'il est au contact de ses administrés, il y a une activité informelle qui existe. Il y a des gens qui font des ménages, il y a des gens qui font des petits travaux mécaniques, d'autres qui font de la peinture, etc. Tous ces gens-là, du jour au lendemain, n'ont absolument plus un euro ni devant ni derrière. Donc en réalité, ils sont au bout d'une semaine dans des processus qui sont quasiment de la famine, mais vraiment, c'est-à-dire le frigo vide, complètement vide. Double phénomène de type ségrégation, c'est qu'en réalité, les transports ne fonctionnent plus dans le quartier. Un bus passe à tel endroit et vous dit, moi j'ai mes trois usagers qui sont dans le bus, je ne m'arrête plus du tout. Donc même ceux qui avaient encore un semblant d'activité économique se retrouvent, en plus de toutes les difficultés économiques, entravés par des problèmes de mobilité. Donc c'est double peine, triple peine, quadruple peine. Quand vous sortez dans les quartiers, parce que les jeunes sont les mêmes partout et qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont besoin de prendre l'air. Alors je sais bien qu'il faut inculquer les règles, les gestes barrières en tant que professionnel de la santé. J'y suis extrêmement vigilant, mais bon voilà, c'est des jeunes. Et bien ceux-là, ils sont contrôlés 3 fois plus qu'ailleurs. Donc voilà, tous ces phénomènes-là font qu'en réalité, le confinement dans les quartiers populaires est juste un véritable enfer à ciel ouvert. Ou pas d'ailleurs ouvert. Je confirme, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Mohamed. Évidemment, c'est très, très, très difficile. Tous les jours, il y a des témoignages assez difficiles pour des familles qui sont complètement, je dirais, en suroccupation dans des logements, voilà, y compris des familles qui attendaient avant le confinement un relogement, une mutation et qui n'ont pas pu l'obtenir. Donc, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc, moi, je peux comprendre que certaines familles demandent à ce que leurs enfants puissent sortir, remonter, faire des allers-retours entre l'extérieur parce que c'est invivable. Il y a même des organisations qui sont en train de se faire, y compris dans les cages d'escalier, etc., pour que des gamins puissent avoir un peu plus d'espace. Donc voilà, évidemment, bien sûr, parler de confinement quand on est dans un endroit où il y a un peu plus d'espace, ça reste encore gérable, mais quand il n'y a pas du tout d'espace, c'est encore plus difficile. Et puis, comme tu l'as précisé, Mohamed, je vois par exemple le service des bus et puis les services publics qui sont au ralenti, forcément, elles sont encore plus pénalisants quand sont dans les quartiers populaires. Moi, au tout début du confinement, j'ai dû faire un courrier à la Poste pour demander à ce que le bureau de poste principal ici à Stein soit maintenu et pas fermé. J'ai obtenu justement le fait qu'il reste ouvert, mais ils avaient envisagé de le fermer.
et de demander aux habitants d'aller jusqu'à Aubervilliers ou à Saint-Denis. Voilà, donc c'est quand même du délire. Mais j'imagine, parce que Mohamed vit dans les quartiers de Marseille que je connais un peu aussi, mais je pense que c'est même pire dans les quartiers nord de Marseille, parce que quelque part, je dis encore la chance que nous avons, je m'inclus parce que je fais partie de la population des quartiers populaires qui vit ici à Stains. La chance que nous avons quand même ici à Stains et dans certaines villes où il y a vraiment de la solidarité, c'est qu'on tient encore on résiste et on tient le coup avec des services publics assez présents sur le terrain. Voilà, malgré le rouleau compresseur des politiques d'austérité qui nous emmènent. Or, je sais que dans les quartiers nord de Paris, l'abandon total et de l'État, mais en plus de la structuration, je dirais, municipale des collectivités est flagrante, ce qui n'est pas forcément le cas encore dans certaines villes de Seine-Saint-Denis où il y a une culture, il y a une histoire forte de mettre en avant et de prioriser un certain nombre de services publics, même si c'est très, très, très dur. Julien, j'avais déjà dit qu'il fallait que tu viennes te présenter à Marseille, Asdine. Non. J'aime bien Marseille. Je suis bien moi, j'abonde effectivement. Alors, il y a la question du logement et un traitement identique à des gens qui sont dans des situations de logement qui sont très différentes, ça a des conséquences qui sont pas les mêmes. Je veux dire, tout le monde n'est pas Leïla Slimani avec sa belle maison à la campagne. Et moi, je le vois là, en fait, à Roubaix, ou hier à M, en fait, dans une ville qui est juste à côté de Roubaix, en fait, on n'était pas loin de l'émeute, en fait. Je posais un peu la question de l'ambiance, etc. Et ça commence à être chaud parce que c'est très pesant, en fait. C'est compliqué quand on est dans des appartements qui sont petits, exigus, etc., parfois un peu insalubres, etc. On a envie de prendre l'air et donc il y a pas mal de jeunes qui sont en bas des tours et qui essayent de faire passer le temps, quoi. Et donc quand ils se font un peu provoquer par la police, ça crée des tensions, quoi. Donc il y a le problème du logement et puis après ça a été dit par Asdine et Mohamed, c'est évidemment la question sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un très bon article dans le Monde d'hier qui en parlait. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant qu'en France, aujourd'hui, en 2020, il y a des gens qui sont en train de crever de faim, en fait. Donc, je pense qu'on va enchaîner là sur toutes les initiatives de solidarité qui voient le jour aujourd'hui dans les quartiers pour apporter des colis alimentaires, pour permettre justement que les gens survivent. Mais ça interroge quand même d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'un côté, cet élan de solidarité, etc., ça fait chaud au cœur et on trouve ça beau. Et en même temps, quel aveu de faiblesse de la part de l'État social. Au fond, on pourrait quand même souhaiter que ce type de filet de sécurité, il soit assuré par les services publics, par l'État, etc. Et c'est bien précisément parce que ce n'est pas le cas que les assos ou les militants dans les quartiers sont obligés de prendre le relais. Un dernier mot pour évoquer cette question-là de cette petite aide de 150 € par personne bénéficiaire du RSA. Alors pour dire que ça ne sort pas de nulle part quand même, il y a eu une mobilisation pour cela. Ça émane de la Fondation Abbé Pierre, du Secours catholique, de la coordination Passons-nous, qui ont fait pression pour qu'à un moment, le gouvernement se bouge. Et en même temps, quelle insulte, quoi. Vu l'ampleur des problèmes, des gens sont en train de mourir de faim dans les quartiers et au-delà, probablement. Je veux dire, la misère dépasse très clairement le cadre des quartiers, mais bon, il y a quand même, c'est encore plus dur dans les quartiers populaires, je pense. 150 €. Quand on voit qu'à côté, chez nos voisins espagnols, ils ont instauré un revenu universel, où ils prennent des mesures, où on change les règles du jeu. Où on prend d'une certaine façon l'ampleur de la crise et on n'envoie pas 3 cacahuètes pour permettre aux gens de s'en sortir momentanément, et c'est mieux que rien, mais c'est très insuffisant par rapport à l'état des besoins. Alors oui, pour rebondir sur ça, avant de passer aux questions des auditeurs, je voudrais rebondir sur ça, sur cet article du Monde. Donc on parle souvent des crises alimentaires comme si ça concernait seulement les autres pays, ceux du Sud, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des risques sérieux de crise alimentaire, de gens ne pouvant plus manger à leur faim ou ne pouvant plus nourrir convenablement leur famille, surtout ceux qui ont des emplois précaires, les intérimaires, ou ceux dont on ne pense pas souvent, mais ceux qui ont des emplois non déclarés et qui sont nombreux dans les quartiers populaires. Et face à ça, comment ils s'organisent? Est-ce qu'il y a des réseaux de solidarité qui se créent? Et une dernière question, il y a une chose il y avait une phrase dans cet article qui m'avait beaucoup
marqué, c'est si ceux qui ont de la chance dans la vie s'inquiètent de l'après, imaginez ce que ressentent ceux qui n'ont rien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une violence dont on ne se doute pas? C'est la violence symbolique de se dire qu'on n'est pas capable de subvenir aux besoins de notre famille. Est-ce que ce n'est pas une violence aussi qu'on ne prend pas assez en compte? Ah oui, bien sûr. Sur ce sujet-là, très rapidement, bon, la crise alimentaire, elle est forcément là, dans cette période de confinement et de crise sanitaire, elle est encore beaucoup plus accentuée. Elle existait déjà en temps normal, malheureusement, elle existait. Mais là, elle est encore plus grave. Concrètement, moi, je vois bien, sur Stein, depuis le début, on a distribué plus de 500 repas et paniers. Depuis, on va dire maintenant à peu près 15 jours à peu près, on est rendu à plus de 500 repas et paniers, distribution faite avec des associations caritatives, Secours Populaire, Resto du Cœur et d'autres associations, et puis avec nos services. Donc on voit bien qu'il y a une carence alimentaire qui est très forte en ce moment, qui touche bien évidemment les familles des quartiers populaires et dans les quartiers populaires qui touche de plus en plus de seniors qui sont totalement isolés. Et moi, j'ai fait le choix quasiment tous les 48 heures de contacter, d'envoyer des messages à des seniors qui sont totalement isolés. Donc, on a mis en place, nous, ici à Stein, des paniers solidaires, à la fois des paniers solidaires pour ceux qui ont un peu de moyens de pouvoir les acheter directement avec un système de drive et l'argent qui est récupéré avec les commerçants. Donc, une partie, évidemment, va pour l'achat. Et puis, le parti nous permet aussi d'offrir des paniers solidaires à des familles qui sont dans le besoin gratuitement. C'est ce que nous faisons depuis le début. Enfin, vous irez voir sur mon Facebook, systématiquement, j'ai relayé cette démarche avec des bénévoles, de tout type de bénévoles. Voilà, donc il y a une solidarité qui s'organise, mais cette solidarité, Mohamed ne me contredira pas, ni Julien à Roubaix, elle existe déjà en temps normal dans le quartier populaire. La question, c'est même plus de vivre. Il y a cette survie, elle existe, elle est très forte. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion de discuter après. Ça pourra plus se passer comme avant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un après, il va falloir qu'on prépare l'après, mais cet après de la crise sanitaire, ça ne peut pas être une crise sanitaire qui fait abstraction de cette situation du système capitaliste qui est, pour moi, clairement à pointer. Il y a une crise sanitaire et puis cette crise sanitaire, c'est aussi le système capitaliste qui a tout fait pour aggraver et accentuer les inégalités. Et je pense que après cette crise, en tous les cas, je le ferai moi modestement à mon niveau ici à Stein avec celles et ceux qui le souhaitent, mais je pense qu'au niveau national, voire même au niveau à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, il va falloir monter assez haut, assez fort toutes les énergies, toutes les résistances pour dire maintenant ça suffit, quoi. C'est plus acceptable, on ne peut plus se laisser, je dirais, complètement écraser par ce rouleau compresseur qui ont complètement miné les quartiers populaires, les espoirs, etc. Et malgré tout ça, il y a des solidarités très, très, très fortes. Et je ne suis pas certain que ces solidarités existent forcément dans les beaux quartiers où là, la notion de confinement, pour certains, ça ne leur pose pas de problème, quoi. Voilà. Parce que moi, je le vois encore sur Stein, ceux qui se déplacent le matin à 5 h du matin pour aller faire quelques ménages ou quelques travaux, etc., même si on est dans une période de confinement, ce sont les travailleurs qui n'ont pas d'argent, quoi. Voilà, c'est les mêmes à qui on va faire payer le peine, quoi. Excuse-moi, Wissam, je ne sais pas si Azine, tu avais terminé ou pas? Oui, hein? Oui, j'ai terminé, ouais, excuse-moi. Excuse-moi, hein, encore une fois, je vais parler cash parce qu'il faut sortir de cette image Ouais, non, mais il faut sortir de cette image un petit peu romantique là, de la crise sanitaire, etc., etc. Et alors là, pour le coup, Azine et Julien vont sûrement aller dans mon sens, mais il faut comprendre que dans les quartiers populaires, il y a des gens qui élaborent un budget mensuel en fonction des repas à la cantine, qui sont le seul repas de la journée de leurs enfants. Faut le savoir, ça. Le matin, ils partent le ventre vide, et le soir, ils mangent ce qu'ils trouvent à la maison. Cette crise et ce confinement met les enfants pour une période de 2-3 mois. Ces familles-là n'ont absolument pas les moyens, les ressources. Et c'est des gens qui étaient déjà sur une ligne de crête, au bord de la relégation. On les a précipités par milliers. Alors, au-delà même de la violence physique, de cette espèce de terrible aveu d'impuissance que tu peux avoir dans le fait de te dire, attends, moi en tant que mère, moi en tant que père, je ne suis pas en capacité de nourrir mes enfants, mais c'est juste dramatique comme conséquence psychologique et sociale, au-delà même du facteur économique. Et par ailleurs, moi,
c'est vrai ce que disait tout à l'heure Julien sur le fait qu'ailleurs, dans d'autres pays, on a pris de vraies résolutions. Ici, en France, on fait des belles tribunes, on chante des chansons, on fait des buzz sur les réseaux sociaux et on parle du monde d'après, du monde d'après, du monde d'après. Sauf que Sarkozy, en 2008, en a parlé du monde d'après. Et notre président de la République actuelle, dans un extraordinaire exercice d'autoflagellation qui me fait une belle jambe à moi et à tous ceux qui l'ont écouté, nous explique qu'effectivement, il va changer, que sa politique va changer. On va voir ce qui va se passer demain. On va voir réellement ce qui va se passer demain parce que Julien a raison, les 150 € qu'on donne à ces familles-là, j'ai presque envie de leur dire, mais gardez-les et prenez vos responsabilités jusqu'au bout. Parce que la vérité, c'est que ces ventres affamés n'ont plus rien à perdre. Vraiment, plus rien à perdre. S'ils veulent arriver à des situations insurrectionnelles qui ne seront pas maîtrisées, c'est exactement la manière de s'y prendre. Il faut arrêter d'insulter les gens. Et juste un mot sur la solidarité pour expliquer rapidement ce que nous avons mis en place. C'est parce qu'on avait envie de le faire. Honnêtement, c'est très, très difficile. Moi, je suis plutôt un militant, entre guillemets, politique des quartiers populaires. Et là, je me retrouve à faire de l'aide alimentaire, etc. Et je crois que j'ai vieilli de 10 ans. C'est juste terrible. Les gens qui viennent te voir et qui t'expliquent que oui, les enfants, ils n'ont pas mangé depuis un jour et demi, que ceci, que cela, qu'il faut que tu trouves des subterfuges quand parfois, dans la distribution, ils sont accompagnés de leurs enfants qui doivent comprendre que malgré tout, ils viennent acheter parce que c'est toujours cette image du père et de la mère qu'il faut leur conserver. Nous, on a mis en place, on a fait ce qu'on appelle la réquisition citoyenne du McDo Saint-Barth parce qu'on avait cet outil sous la main. C'est vrai qu'il y a une lutte en cours depuis plus de 2 ans menée par Kamel Guémari et par l'ensemble des salariés de McDo avec le syndicat des quartiers populaires de Marseille. On a été interpellé par des associations qui nous disaient on n'arrive plus à gérer le truc, il faut absolument quelque chose qui dispatche le truc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte sur la générosité des associations, des particuliers qui nous amènent par livraison individuelle ou par camion des denrées alimentaires, surtout du sec et des produits d'hygiène qu'on dispatche par le biais du guichet du drive. Donc en fait, au lieu de te servir un Big Mac, on te sert un colis solidaire. Comme ça, on a mis en place un circuit sanitaire et on a mis en place tous les gestes barrières. Mais la demande est juste folle. La semaine dernière, on a passé 12 tonnes grâce aux associations qui nous soutiennent et qui nous viennent en aide. Je veux citer quand même Emmaüs, il y a des associations de Campagne-l'Évêque qui font un travail formidable, le collectif du 5 novembre qui s'est organisé aussi en centre-ville, il y a une solidarité qui se met en place aussi dans les quartiers sud paupérisés. Donc partout, elle existe cette solidarité. Effectivement, comme disait Asdine, c'est souvent ceux qui gagnent 1 200 € par mois qui arrivent à prendre 50 ou 100 € de leur budget et à les donner, pas ceux qui sont à plus de 20 000 € par mois. Et justement, s'il y a des particuliers là qui veulent soutenir le syndicat, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, ils ne soutiennent pas le syndicat des quartiers populaires de Marseille parce que nous, on ne prend pas d'argent, mais il y a une cagnotte qui est en ligne sur le site de la plateforme de solidarité alimentaire. Hein. Donc, s'il faut, je mettrai le lien, je ne sais pas comment on dit, en bas ou en haut. Voilà, on va dire à notre équipe d'essayer de retrouver le lien et déjà de le mettre dans la section commentaires. Tu as fini ou Moi, j'ai fini, oui. Pour l'instant, j'ai fini. Julien? Ouais, juste un mot. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a quelques jours, en fait, il y avait des images qui tournaient sur les réseaux sociaux et à la télé sur les files d'attente en voiture, des kilomètres aux États-Unis, en fait, de gens qui se rendaient justement dans des banques alimentaires, etc. Et moi, j'ai vu, en fait, justement, sur les réseaux sociaux, une sorte de vague un peu d'étonnement et d'indignation. Et voilà, quand c'est aux États-Unis, au fond, on s'indigne, on regarde vraiment les États-Unis, non pas d'État social, etc. Et ce qui est vrai, hein, la situation américaine est dramatique. Mais au fond, je trouve qu'on en parle assez peu, en fait, de la situation sociale dramatique qu'on vient d'évoquer. C'est pour ça que j'étais content, moi, du papier du Monde d'hier, qui pointait du doigt la situation dramatique dans laquelle se trouvent beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, quoi. Et sans qu'on en parle, alors qu'au fond, toutes les télés, les radios, elles tournent en boucle sur les mêmes trucs, etc. Et voilà, et on a ce truc en France de penser qu'on a un État-providence qui fonctionne, etc. Alors que, preuve en est faite, justement, qu'il a pas mal de trous, cet État-providence, et que les gens, ils sont vraiment dans des situations assez dramatiques, quoi. Et donc, je crois que c'est important de le souligner aujourd'hui.
Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Alors là, je vais prendre 3 questions à la suite parce qu'elles concernent le même sujet. Ça sera surtout pour vous, Asdine. Alors, il y a Akuna qui demande: quelle est la finalité pour vous en portant plainte contre l'État? Qu'espérez-vous? Bravo à vous tous pour vos combats. Ensuite, Angélique: peut-on, en tant qu'individu, se joindre aux plaintes en cours? Et enfin, Wizrain qui demande: on a entendu beaucoup de plaintes déposées, mais on n'a jamais eu de retour. Peut-on vraiment faire confiance à un système où il y a trop de dérives et trop peu de condamnations ou de mises en cause effectives? Ouais. Peut-être pour répondre ce que j'attends de cette plainte, hein, qui mettra encore du temps, parce qu'il y a tous les aspects juridiques qui forcément sont assez longs. Moi, je n'attends pas à l'issue de cette plainte-là, si elle aboutit et si elle permet en tous les cas de rendre coupable l'État et puis les politiques qui se sont succédés depuis plus de 30 ans, qui n'ont fait que creuser des inégalités dans les quartiers populaires. Je n'attends pas que l'État dédommage, finance davantage des actions sur les quartiers populaires. Ce que je demande, ce que les habitants demandent et sont en droit de demander, c'est l'application pure et simple de l'égalité républicaine dans nos quartiers populaires. Et dans tous les quartiers populaires d'ailleurs, pas simplement que la Seine-Saint-Denis, y compris là où milite et vit Mohamed. Et quand je parle de l'application de l'égalité républicaine, c'est-à-dire c'est la question de l'école, c'est la question du logement, c'est la question de la santé, c'est la question de l'emploi, c'est la question aussi, je dirais, de tout le travail en matière de prévention, voilà. Et puis c'est aussi la question, je dirais, de la sécurité, mais de la sécurité dans le bon sens du terme, de la sécurité en matière républicaine, voilà. Et donc les carences de l'État, elles sont terribles dans les quartiers populaires. C'est de cela qu'il s'agit pour nous. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un énième plan de rattrapage. On a connu pratiquement plus de presque 30 plans de rattrapage depuis la création des politiques de la ville. Ce n'est pas de cela dont on a besoin. C'est vraiment d'une... voilà. Je reconnais que c'est un combat très difficile, un combat qui ne sera pas simple à mener. Et le combat, je ne le mène pas tout seul, puisque derrière, il y a des collectifs et des associations d'habitants des quartiers populaires qui sont déjà organisés, y compris autour des questions de l'éducation. On a organisé à Stains, il y a à peu près presque 3 mois, les états généraux de l'éducation des quartiers populaires sur Stains. On avait d'ailleurs invité un sociologue, Saïd, qui vient d'ailleurs du Nord, là, que Julien se connaît certainement. Comment ? Voilà, tout à fait. Il était présent et voilà. Il y a déjà des choses qui se sont amorcées parce que je dirais cette plainte contre l'État, c'est une première que des maires s'organisent, mobilisent pour déposer plainte contre l'État. Voilà, ça n'a jamais eu lieu auparavant. Il y a eu une plainte contre la Halde à l'époque qui avait été lancée par le maire de la Courneuve, mais là c'était contre une institution bien ciblée. Là, c'est je dirais la République en échec, comme le disait d'ailleurs le rapport parlementaire des deux parlementaires qui avaient rédigé ce rapport, en disant voilà l'échec de la République dans le quartier populaire. Voilà. En parlant de l'absence de l'État, et là, la question s'adresse à vous trois, il y a un domaine où on n'en parle pas beaucoup, et là vous l'avez abordé durant votre intervention, c'est la question de l'éducation. Qu'en est-il de ce qu'on appelle la continuité pédagogique dans les quartiers populaires? Est-ce qu'elle est assurée? Ça me semble un peu difficile. Et aussi, là, on annonce l'ouverture des écoles le 11 mai, et là, ça s'adresse plus particulièrement à Voisine. Est-ce que vous avez les moyens d'être prêts pour cette réouverture? On commence par vous, Asdine. Oui, alors sur l'ouverture des écoles pour le 11 mai, je vais être très franc avec vous. En tous les cas, sur Stains et puis sur la Seine-Saint-Denis, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant parce que on a bien compris que l'objectif d'aller vers un retour à l'école progressive, elle va se faire sur le dos de la santé des personnes, à la fois sur le dos de la santé des gamins, des personnels qui vont être amenés à encadrer les enfants, que ce soit les enseignants ou que ce soit les personnels qui travaillent dans les écoles, le nettoyage, la cantine. Je pars du principe que très franchement, les conditions sanitaires, les conditions de protection ne sont pas du tout réunies.
Et moi, je le dis très clairement, je ne me mettrai pas à la disposition de l'État et de l'inspection académique si ils me demandent d'ouvrir, même de manière, je dirais, progressive, l'école dès le 11 mai, parce que très franchement, les conditions ne sont pas du tout réunies. Et moi, je rejoins totalement le syndicat SNUEPP et puis d'autres syndicats qui restent très, très, très prudents sur cette possible rentrée anticipée. On sera encore en pleine période, je dirais, de confinement, voire de déconfinement. Je ne sais pas trop à quel moment ils annoncent le déconfinement et quel est l'objectif derrière. Donc, si c'est pour, je dirais, faire plaisir aux patrons, faire plaisir au patronat, c'est-à-dire pousser les parents à aller au travail au détriment de leur santé, là-dessus, je ne partage pas du tout. D'abord, les gens avant l'argent, quoi. Voilà. Là, la préoccupation de l'État, c'est l'argent, c'est le profit, voilà. Et à la limite, ils n'en ont rien à cirer des habitants, quoi. Et c'est extrêmement. Alors après, évidemment, le confinement a révélé des inégalités et des ruptures scolaires extrêmement préoccupantes. Tout à fait, c'est vraiment très, très préoccupant. Voilà. Tous les gamins ne sont pas équipés de tablettes, etc. Et puis, je suis désolé, l'instruction et l'apprentissage ne passent pas que par les tablettes. Voilà. Il y a besoin aussi de la relation humaine, il y a besoin aussi… voilà. Et donc là, il y a une rupture qui est flagrante. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions alternatives pour permettre à ces enfants d'avoir accès à la connaissance, etc. quoi. Mais je suis très, très sceptique sur un retour à la normale dès le 11 mai. Julien ou Mohamed? Oui, moi je partage. Et effectivement, là, les inégalités scolaires se sont accrues très profondément quand même avec la période du confinement, quoi. Je veux dire, quand on est dans des familles où il y a quelques enfants, voilà, tout le monde n'a pas forcément plusieurs ordinateurs portables, plusieurs tablettes, etc. Donc, il y a des inégalités dans les apprentissages. Et là, moi, un des points de vigilance, et je crois que les syndicats, type aussi la FCPE, sont un peu sur la brèche là-dessus, mais c'est… il y a quand même un certain nombre d'académies où on continue à noter les élèves, quoi. Et donc, au regard des inégalités là dans les conditions d'apprentissage, etc., ça paraît quand même tout à fait aberrant. Donc, il y a quand même cette question-là qui va se poser. Et donc, moi, j'entends bien tous les doutes qui peuvent exister sur la réouverture des écoles le 11 mai, mais voilà, il y a quand même un problème là d'inégalité face au savoir. Bon, après, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ça ne va pas réouvrir. Là, dans le Nord, par exemple, il y a beaucoup de maires qui ont très clairement dit que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies. Et peut-être un dernier point pour revenir sur la question des auditeurs, sur l'usage et l'utilité du recours au droit, en fait, et les plaintes, etc. J'en reviens là-dessus. Au-delà de la plainte qui est déposée par Asdine et ses collègues et des plaintes des maires, c'est souvent, en fait… Pour revenir un peu sur l'usage du droit que peuvent faire aussi les mouvements sociaux. C'est-à-dire que quand bien même ces plaintes n'ont pas forcément toujours vocation et ont peu de chances d'aboutir, elles contribuent à créer un rapport de force. Alors après, il faut voir si l'énergie qu'on investit là-dedans ne peut pas, parfois, il y a un choix stratégique à faire, ne peut pas être mieux investi ailleurs. Néanmoins, voilà, pour faire exister un problème dans l'espace public et créer un rapport de force, je crois que le recours au droit peut être utile sans avoir trop d'illusions quand même, et on le voit d'ailleurs sur les violences policières. C'est-à-dire que très souvent, les policiers bénéficient de non-lieux, etc. Mais quand même, c'est aussi parce que Amal Bentounsi s'est battu sur le terrain du droit, c'est aussi parce que Assa Traoré, et voilà, je ne cite ici que les cas les plus connus, qu'il y a des choses qui avancent et on parle de ces cas de violence policière. Et je crois, pour finir là-dessus, que à la sortie du confinement, si on veut précisément que demain ne soit pas comme hier, il va falloir créer un rapport de force très, très, très important avec l'État et les pouvoirs publics, et ce n'est que par des mobilisations sociales en nombre que les choses précisément pourront ne pas reprendre comme avant. Moi, je ne crois pas du tout à ce que Macron et ses copains aient découvert le Saint-Esprit de la redistribution et de la justice sociale pendant le confinement et que tout change comme par magie. Et donc, il va falloir créer du rapport de force, et donc toutes les initiatives, qu'elles soient juridiques ou autres, sont les bienvenues à mon avis.
Mohamed? Si tu me permets de revenir sur le volet éducation, moi j'identifie quand même 3 problèmes. Et là, je parle sous le contrôle de Julien et son regard de sociologue, mais il faudra quand même, à un moment donné ou à un autre, après ce confinement, faire l'état des lieux global du décrochage scolaire, hein, surtout par rapport à cette période. Je pense que ceux qui étaient limites, là, pareil, ils ont basculé et ça va produire des effets très conséquents, qualitativement et quantitativement. Asdine l'a rappelé, il y a une fracture numérique pédagogique, ça c'est évident. Je rajouterai à celle-ci un encadrement socio-pédago-affectif qui n'est pas le même. Quand on a une famille, excusez-moi du gros mot, quand on vit dans un cadre petit bourgeois, on a quand même des parents qui sont suffisamment aptes à donner des cours jusqu'à la 3e, seconde, etc., etc. Quand on est dans des familles de milieu populaire, qu'on maîtrise plus ou moins la langue, etc., ben le petit, à partir de 7-8 ans, il travaille sans filet. Et ça, il n'y a aucun dispositif virtuel et qui peut compenser ce que ces gamins-là faisaient à l'école. Donc oui, je ne sais pas comment on va sortir de cette histoire-là. On est encore dans un entre-deux depuis le début, de toute façon, avec ce gouvernement. Pas taper pour taper parce que la situation est difficile, qu'effectivement, pour que les hommes et les femmes rentrent dans l'histoire, ben, il faut qu'ils se mettent au diapason. Moi, je n'ai clairement pas l'impression que ce soit le cas. De la même manière qu'on a eu une espèce de valse à 2 temps concernant l'histoire de maintenir ou pas le premier tour des élections, ben pareil, là, on balance le 11 mai pour assurer les investisseurs économiques, etc. etc. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit, en gros, l'idée derrière tout ça, c'est de ne pas prendre de retard économique sur les autres pays. Mais enfin, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Si on crève tous la bouche ouverte avec ce Covid, ton économie, elle est morte, garçon. Donc, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Ce gouvernement-là n'est clairement pas à la hauteur du défi que pose cette crise sanitaire, économique, sociale, qui devient aussi une crise politique. Asdine, vous voulez réagir? Ouais, si je peux réagir. Évidemment, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut s'inscrire sur l'idée que ça ne pourra pas être comme c'était avant. Et cette crise sanitaire, évidemment, pour nous tous, individuellement et collective, elle doit forcément y compris nous remettre en question sur beaucoup de choses. Bon, déjà, complètement repenser notre mode de vie. Il y a peut-être des choses à revoir. Notre mode de vie, la manière dont on communique avec les uns et les autres, et la manière dont on appréhende, je dirais, les enjeux de la société. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que Macron et je dirais tout le système capitaliste et libéral, en tous les cas, eux sont bien préparés à poursuivre et à amplifier, je dirais, un système d'exclusion, un système d'inégalité. Ça, c'est clair. Ils ont bien compris que eux, leur intérêt, c'est d'abord l'argent avant les gens. C'est d'abord les biens avant le lien que nous, on essaye de construire au quotidien. Et Julien a tout à fait raison quand il disait tout à l'heure, il va falloir, à mon avis, monter à un niveau extrêmement important et exigeant, c'est ce rapport de force. C'est-à-dire que c'est certainement, à mon sens, peut-être là l'occasion, avec cette crise sanitaire, de revoir totalement nos logiciels et de nous dire, à un moment donné, on ne se laissera pas berner par le système capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a une crise sanitaire, il faut maintenant mettre le système capitaliste en crise totalement. Mais pour que ça puisse se faire, ça veut dire que derrière, il faut vraiment une alternative politique très forte qui soit menée par celles et ceux qui veulent se battre. Ce matin ou cet après-midi, début d'après-midi, j'écoutais Ruffin sur France Inter et sur François Ruffin, le député de la Somme. Et sur beaucoup de points, je partage ce qu'il dit. On ne peut pas continuer comme si il ne s'était rien passé. C'est terrible ce qui se passe. Le nombre de décès, y compris en Seine-Saint-Denis, je le vois aussi sur Stein. Il y a un enterrement vendredi, il y en a encore un demain matin. Ces familles sont en droit de demander des comptes. Il faut que le gouvernement puisse rendre des comptes parce qu'on aurait pu épargner des vies. Alors, c'est facile de dire, mais bon, celles et ceux qui sont les plus touchés, c'est les personnes âgées. Mais même dans les personnes âgées, certaines auraient pu être épargnées, je dirais, de la mort. Et c'est terrible. Et comme par hasard, ça touche encore plus les quartiers populaires. Et quand je dis ça, je le redis, franchement, heureusement que sur le terrain, que ce soit les soignants, que ce soit celles et ceux qui maintiennent encore le lien avec ces populations, sont présents sur le terrain. Heureusement. Mais ça ne peut plus continuer. Cette crise sanitaire montre à quel point que
à quel point ce système capitaliste est terrible et fait des sacrés dégâts. Et j'espère, en tous les cas, pour celles et ceux qui ont encore une conscience, je dirais, humaniste, progressiste, et vraiment tournée vers l'intérêt des habitants avant l'intérêt de l'argent, j'espère que celles et ceux qui le sont vont réfléchir et se rassembler pour mettre un terme à ce système-là. Il va falloir attaquer de fond ce système-là. Alors, pour continuer sur la question des inégalités, il y a Alice Daquin qui a une question très intéressante. Elle dit aux racines de cet abandon de l'État et de la gestion inégalitaire de la crise, n'y a-t-il pas aussi une forme de racisme d'État qui ne dit pas son nom? Qui vous commencez? Oui, enfin pour moi c'est évident, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Julien est bien placé pour le savoir puisqu'il en a fait souvent référence dans ses réflexions et dans ce qu'il a pu écrire. Oui, le racisme d'État. Nous sommes encore dans une situation post-coloniale qui persiste encore dans les quartiers populaires et qui, en tous les cas, s'oriente vers une certaine catégorie de population, bien sûr. Et ça, il faudra en tous les cas, quelque part, cette crise sanitaire démontre que ce que Julien pouvait dire, ce que d'autres pouvaient dire, le combat que vous menez, le combat que mène Ouria et bien d'autres, démontre à quel point que nous sommes encore dans un système quelque part colonial, post-colonial, ici en France. Et je le dis, et quand je dis ça, ce n'est pas pointer la responsabilité des agents qui peuvent, des fonctionnaires qui travaillent dans les services de l'État, ce n'est pas eux qui sont responsables. C'est le système politique qui, quelque part, continue à mettre en place un système de ségrégation, un système d'apartheid. Je ne peux pas reprendre le terme de l'ancien Premier ministre Valls, qui avait une toute autre vision et une autre. Il mettait pas forcément le même contenu derrière la question de l'apartheid et de la ghettoisation, mais on est quand même ici dans un système qui malheureusement s'apparente à un système d'exclusion, un système discriminant vis-à-vis de certaines populations. Et fort heureusement que dans nos quartiers, il y a encore des énergies, de la force dans les habitants, y compris dans cette jeunesse, de mettre des choses en place et d'être aussi des relais auprès de celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Alors, quand c'est Ouria Boutelja pour ceux qui oui, entre autres, bien sûr. Mohamed ou Julien? Mohamed, vas-y. Je ne sais pas, Julien, tu voulais parler ou j'y vais? Très rapidement, moi j'ai un souci avec la terminologie du racisme d'État parce que, alors, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que ça ne va pas suffisamment loin, ce terme-là, c'est que ça oblitère ou ça occulte la responsabilité collective, individuelle qu'on a, nous, dans nos pratiques discriminatoires ou discriminantes au quotidien. C'est-à-dire qu'on rentre dans un débat qui est un débat sémantique, théorique, idéologique, qui nous fait perdre beaucoup de temps parce que oui, l'État est malheureusement fait d'une manière où ces discriminations peuvent avoir lieu. Mais la réalité, c'est que les collectivités territoriales pratiquent aussi massivement des processus de discrimination, voire de ségrégation. La guichetière de la Poste peut le faire aussi, discriminer, raciser les gens, etc. etc. Donc oui, je crois qu'en réalité, il faut laisser le mot racisme tel qu'il est, point. Et se poser la question, dans le monde d'après, de quel est notre rapport aux autres et quel est notre rapport à la race et à la lutte des races et à la lutte des classes. Plus que de balancer un débat sur le racisme d'État qui nous enferme en réalité dans un débat sémantique qui, à mon sens, est stérile. Julien, sur cette question? Effectivement, moi je ne vais pas poursuivre le débat conceptuel. En fait, en France, on s'est beaucoup concentré là-dessus. En fait, on pourrait revenir aussi sur toutes les polémiques autour de l'usage du terme d'islamophobie, qui est assez hallucinant. Et voilà. Et moi, je me rappelle des réactions de Blanquer, par exemple, sur ces histoires de racisme d'État, etc. Et au-delà des questions définitionnelles, moi, je crois que considérer qu'il y a un racisme d'État n'empêche pas de penser que l'État n'a pas le monopole du racisme. Voilà, mais que d'une certaine façon, que les institutions les plus puissantes et qui seraient peut-être censées donner l'exemple, soient à l'initiative de politiques de racialisation, c'est quand même problématique et ça entraîne derrière un certain nombre de comportements au sein d'autres institutions et chez les individus, etc. Et une sorte de pyramide de racialisation qui est quand même tout à fait préoccupante. Ce qui est clair en tout cas, c'est que les inégalités dont on a parlé ce soir ne touchent pas n'importe qui et qu'il y a des raisons pour cela. Ce n'est pas un hasard si les traitements
structurellement inégalitaires qui touchent les quartiers populaires et leurs habitants, et tout particulièrement les habitants racisés, les touchent eux plutôt que d'autres. C'est du fait d'un inconscient, d'un impensé, qui n'est pas toujours complètement impensé d'ailleurs, et qui est le fruit de l'histoire. Donc là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est quand même clairement une question qui est assez largement invisibilisée depuis le début de la crise. On parle un peu des inégalités sanitaires quand même, mais la question raciale est effectivement complètement absente, ce qui n'est pas surprenant vu l'état des questions dans notre pays là-dessus. Alors, là, je vais prendre 3 questions qui sont sur le même thème. Il y a Jujudine qui demande quel est le rôle des quartiers populaires dans le monde d'après. Alors, Louisa qui demande quel avenir pour le projet d'autonomie politique des quartiers populaires vis-à-vis de l'État et des partis traditionnels. Une vieille chimère à dépasser ou une stratégie qu'il faut renforcer et promouvoir dans l'intérêt des quartiers. Donc, est-ce qu'il faut toujours espérer une alliance avec les partis ou il faut essayer d'être autonome? Et enfin, c'est plutôt une remarque, c'est Asma Maki qui dit « Aucun parti politique n'a su assumer, il ne nous représente pas, surtout dans les quartiers populaires ». Donc, vaste question qu'on se pose encore et toujours chez nous. Qui veut commencer sur ce thème? C'est du trash, là. Là, c'est du trash, là. Allez-y, là. Nous, on pose des questions, nous. Pas de souci. Que te dire? Je ne sais pas, la première question, c'était quelle est la place des... Bon, je vais répondre sur l'option stratégique, là, effectivement. Est-ce que les quartiers populaires, l'auto-organisation des quartiers populaires versus l'adhésion aux organisations politiques? Mais en réalité, moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que le chemin est entre les deux. Je ne crois pas qu'on puisse décréter ou s'auto-décréter. Moi, militant des quartiers populaires, je vais être limité, je vais être légitime à ma sphère entre guillemets d'influence territoriale, etc., et pas forcément représenter, même si les problématiques sont les mêmes. Je ne sais pas, je crois qu'il y a des thématiques transversales. Pour l'instant, de la manière dont s'organise la vie démocratique de ce pays, les organisations politiques sont incontournables, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel. Et je crois que les organisations politiques et syndicales aussi ont un énorme travail à faire d'appréhension de toutes ces problématiques sociales sans se cacher ou alors sans pousser des cris d'orfraie à partir du moment où on entend cette problématique du spécifisme des quartiers populaires, etc., etc. Et je crois qu'il y a vraiment un énorme travail à faire de formation, d'échange. Alors, je crois que ça a bloqué là pour Mohamed. Le temps qu'il revienne. Tu es de retour. On n'a pas entendu la fin, Mohamed. Je ne sais pas. Donc, je disais, ouais, il y a un travail de formation. Un travail d'échange. Ben, j'en étais là, en fait. Il y a un travail d'échange et de mise en place de modus vivendi entre les revendications des habitantes et des habitants des quartiers populaires et les stratégies, les plateformes programmatiques des partis politiques. C'est hyper important que les quartiers populaires ne soient pas juste considérés comme un accessoire ou une question périphérique. Nous, en 2013, on avait rédigé un travail collectif après une quinzaine d'assemblées populaires dans les quartiers de Marseille, qui s'appelait déjà Urgence sociétale. Si les organisations politiques de gauche, en l'occurrence, et les syndicats pensent que les habitants des quartiers populaires valent la peine d'être écoutés, valent la peine d'être impliqués, valent la peine d'être mis à des places qui leur reviennent, entre guillemets, de droit, peut-être que le monde d'après commence aussi par ça. D'accord. Ouais. Asdin ? Ouais, peut-être une petite réaction. Alors, sur la question de l'autonomisation des quartiers populaires, à mon sens, je ne suis pas certain que ce soit ça la préoccupation majeure, très franchement, des habitants de nos quartiers. Maintenant, je pense que ce qui me paraît essentiel, c'est de savoir quel projet de société voulons-nous construire, et un projet de société qui s'appuie aussi sur les réels besoins et les attentes des quartiers populaires de manière générale, même des villes populaires. Je pense que c'est surtout ça. Et dans ce projet de société, donc dans ce projet, je dirais, de vie, mais aussi de construction pour apporter des choses concrètes dans l'avenir, évidemment, elle peut se construire avec des habitants, des militantes et des militants engagés ou pas engagés dans des partis politiques. Peu importe, moi je n'irai pas sur l'idée d'opposer forcément la démarche tout à fait importante
de beaucoup qui souhaitent faire en sorte que ce qui est mené sur le terrain par des associations, par des collectifs, ne soit pas récupéré politique. Et ils ont bien raison d'être vigilants sur le fait que ce ne soit pas récupéré politiquement, comme ça a été malheureusement le cas pendant des décennies, hein, avec un certain nombre de formations politiques ou de pseudo-associations comme SOS Racisme, qui voulaient parler au nom des habitants des quartiers populaires, qui en fin de compte ne parlaient que pour lui-même. Donc moi je pense qu'il peut y avoir, à mon avis, je dirais, surtout après cette crise, une convergence très forte, une convergence des différentes luttes qui existent. Alors il ne faut pas que cette convergence, elle se fasse de manière, je dirais, démago et que ça soit que de la façade. Mais on veut partir de quoi? Qu'est-ce qu'on veut construire dans cette société, et plus particulièrement en direction des habitants qui vivent dans les quartiers populaires et qui subissent la double peine et la crise sanitaire et la crise sociale? Qu'est-ce qu'on veut vraiment construire avec eux? Moi, je vais vous prendre un exemple très clair. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, j'ai été élu au premier tour à près de 58% dans un contexte très très difficile, avec forcément un taux d'abstention qui s'est nettement aggravé avec le début de cette crise sanitaire. Je suis à la tête d'une liste et j'ai fait le choix à la fois d'avoir des militantes et des militants qui participent dans telle ou telle organisation politique, et puis des militantes et des militants ou des citoyens qui ne sont pas du tout dans des organisations politiques. Et pour moi, ça ne se pose pas. Au contraire, c'est comment justement travailler ensemble, construire ensemble dans le respect des uns et des autres, et surtout construire en dehors des logiques d'appareil. Ça, pour moi, c'est essentiel. Là, je serais en effet plus enclin à dire qu'il ne faut surtout pas tomber dans un système qui fait en sorte que ça part de là-haut. Il faut que ça parte d'en bas. Il faut que ça se construise à la base, de manière collective, avec l'intelligence collective. Et ça, dans nos quartiers populaires, de l'expérience et de l'envie, il en existe. Et je pense que c'est peut-être à partir de là que l'on pourra peut-être réfléchir à comment construire une autre société. Et cette crise sanitaire, à mon avis, elle doit peut-être nous pousser à amplifier cette bataille. Julien Talpin, sur cette question d'autonomie, c'est un peu le sujet de ton dernier livre. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui inquiète l'État, que les quartiers politiques, que les quartiers populaires s'organisent par eux-mêmes? Alors, vaste question, et moi j'ai une position un peu en retrait parce qu'en tant qu'homme blanc, alors certes j'habite dans une ville très populaire, mais c'est pas forcément à moi de déterminer quelle doit être, même si je peux avoir mon avis, quelle devrait être la stratégie, mais je pense que les gens se posent la question. Peut-être premier point, dire que au fond toutes les pratiques de solidarité dont on a parlé là ce soir, les formes d'entraide autour de l'aide alimentaire, etc. ou autres, peuvent constituer un peu le soubassement à l'auto-organisation, et en sont déjà le prolongement d'une certaine façon, mais peuvent aussi être la base pour construire l'auto-organisation et l'autonomie de demain. Alors certes, ces initiatives sont pour beaucoup issues de militants de longue date dans les quartiers, mais je pense que c'est des initiatives, en tout cas c'est ce que je vois à Roubaix, qui touchent plus large. Et on peut espérer que les gens qui s'investissent, et y compris les jeunes qui s'investissent dans ces pratiques de solidarité, etc., et demain, on les retrouve également dans des luttes peut-être plus politiques aussi, en fait, auprès des organisations qui existent dans les quartiers et qui cherchent à affirmer l'autonomie politique des quartiers populaires. Je crois qu'il y a un vrai truc, justement, entre solidarité et auto-organisation plus politique. Deuxième point, après, moi, j'ai pas d'avis complètement tranché sur est-ce qu'il faut des organisations entièrement autonomes ou est-ce qu'il faut investir le champ politique. Probablement qu'il faut jouer sur tous les tableaux. Ce qui est sûr, c'est que moi je crois quand même qu'après le confinement et dans le monde de demain qui s'annonce, il y a quand même la question environnementale qui va être posée de façon très forte, tout à fait centrale. Et je crois qu'il y a une vraie préoccupation dans les quartiers autour de ces questions-là, en fait. Que ce soit autour du transport, de la bouffe, de la santé, évidemment, etc. C'est quelque chose qui n'a pas forcément toujours été saisi à bras-le-corps par les organisations des quartiers. C'est pas tout en haut encore, on pourrait prendre des contre-exemples, mais c'est pas tout en haut de l'agenda des luttes des quartiers populaires historiquement, et ça va probablement le devenir, en tout cas. Voilà, et je crois qu'il est tout à fait possible d'avoir aujourd'hui et demain une lecture, je veux dire, décoloniale
des enjeux et des inégalités environnementales. Je vous renvoie au livre de Malcolm Ferdinand, par exemple, qui est tout à fait éclairant là-dessus. Il y a plein de recherches à ce sujet, quoi. Et donc, voilà, je pense que, et en plus, les questions environnementales peuvent être des questions hyper concrètes à partir desquelles mobiliser aussi. Parce que, bon, moi, je ne veux pas être trop long, mais moi, pas mal de mes travaux de recherche portent là-dessus. C'est comment expliquer aussi les difficultés que rencontrent les mobilisations et les formes d'organisation autonome dans les quartiers. C'est quand même une des difficultés, c'est souvent les militants ils s'épuisent et ils ont du mal à élargir le cercle. Alors il y a plein de raisons à ça. Moi, mon dernier bouquin porte notamment sur les formes de répression violentes, mais aussi plus discrètes, en fait, insidieuses, qui ciblent les militants des quartiers populaires, que ce soit quand on s'attaque à leur réputation, quand on coupe leurs subventions, quand on leur empêche d'accéder à un local, etc. Toutes les formes de répression à bas bruit, comme je les ai appelées, qui rendent plus compliqué l'engagement dans les quartiers. Donc, est-ce que ça fait peur à l'État? C'est possible. Voilà, j'ai lu récemment un article comme quoi il y avait des craintes aujourd'hui dans les renseignements généraux d'une mobilisation de l'ultra-gauche suite au confinement. Je sais qu'il y a des choses qui se préparent de ce côté-là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que là, les gens dans les quartiers en ont quand même marre. Mohamed parlait tout à l'heure d'un potentiel insurrectionnel, et donc il va se passer des choses, quoi, après. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité très forte des militants des quartiers populaires à donner peut-être une direction, et en espérant que cette direction soit pas trop fragmentée et divisée, parce que c'est quand même souvent cela qui a affaibli historiquement les luttes des quartiers populaires pour plein de raisons. Alors, tu as parlé de l'écologie décoloniale. J'invite les auditeurs, on a fait une émission, c'était en février, avec la question est-ce que l'écologie est eurocentrique, avec notamment Malcolm Ferdinand, Razmik Keshuyan et un militant d'Extinction Rébellion, j'ai oublié son prénom, j'espère qu'il me pardonnera. Donc j'invite les auditeurs, si le sujet les intéresse, à aller regarder ça. Je vais vous poser une dernière question qui va servir de conclusion à chacun. Grosso modo, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire, comme vous l'avez, vous trois, soulevé, c'est que c'est pas seulement le jour d'après, c'est que la lutte, là, notamment dans les quartiers populaires, elle est maintenant, elle est actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là pour lutter actuellement? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi non plus préparer le jour d'après et essayer de commencer à faire des initiatives? Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas intéressant de participer, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de participer, par exemple, à une initiative nationale qui rassemble au niveau national différents secteurs, et notamment les mouvements des quartiers, les mouvements antiracistes, les mouvements décoloniales? Est-ce que ce ne serait pas une perspective intéressante selon vous? Oui, je partage. Non, mais ta proposition, Wissam, me semble assez intéressante. Et en effet, il faut peut-être commencer à la préparer. Je pense que tous les collectifs qui existent, tout à l'heure, Julien parlait du collectif Adama Traoré, et puis bien d'autres collectifs, même si actuellement ils sont un petit peu en veille, puisque le confinement fait qu'on ne peut pas avoir cette proximité et mener. Mais rien ne nous empêche de mettre à profit cette période-là des réflexions, des actions qu'il faudra mener. Parce que je suis un peu comme Mohamed, on peut se retrouver dans une situation qui pourrait exploser, tant le confinement est très dur à vivre pour beaucoup de nos habitants dans les quartiers populaires. Ça veut dire qu'il faudra préparer des choses après, et il faudra mener un certain nombre de mobilisations, de luttes. Ça peut se faire à plusieurs niveaux, et évidemment. Il y a le niveau justement de pointer la responsabilité de l'État qui est totalement coupable de cette situation-là, et puis de mener des actions sur le terrain de solidarité, des actions de lien. Et je disais, et moi je rejoins ce que disait Julien, je disais tout à l'heure, je pense que cette crise sanitaire nous oblige à repenser totalement notre rapport à la société, notre rapport à l'environnement, nos modes de vie, totalement. Ce que disait un peu Edgar Morin, il l'a dit il y a quelques jours, justement, prenons en compte que cette crise sanitaire peut nous permettre de nous éloigner de toutes les questions matérielles, etc., et de rapprocher davantage l'humain. Je pense que ça, c'est à mon avis essentiel. Et c'est d'autant plus important dans les quartiers populaires, encore plus. Et je suis persuadé qu'on peut démontrer que dans nos quartiers populaires, la notion de l'humain, déjà, elle est forte.
malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Elle est quand même beaucoup plus forte que dans les quartiers bourgeois. Cette notion humaine peut prendre largement le pas contre les besoins matériels qui auraient été… voilà, quand on est en confinement, on est tous, on est au confinement. Bon, certains le vivent très mal parce que les conditions de vie sont très difficiles. Mais je dirais justement, c'est peut-être l'occasion de totalement repenser nos logiciels et nos pensées, quoi. Asdine ou Julien, pour la conclusion. Mohamed ou Julien, c'est ça? Mohamed, Julien, ouais. Pardon, vous avez compris. Il voulait que tu parles encore, Asdine. Oh, je suis transporté. Vas-y, Mohamed. Moi, je valide ta proposition. J'y mettrai peut-être mon grain de sel en disant que puisque c'est le monde d'après, il va peut-être, excuse-moi pour l'approche gramscienne de ma proposition, c'est qu'il va falloir passer par une forme d'hégémonisme culturel, c'est-à-dire qu'en réalité, plutôt que de partir sur un appel, une tribune, etc., je crois que moi, s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que les gens vont en avoir ras-le-bol des réseaux sociaux, etc. Sauf de ton émission, il n'y a pas de souci. Et qui vont vraiment vouloir après le vrai déconfinement, s'embrasser, s'enlacer, faire la fête, boire des coups, discuter en vrai. J'ai jamais vu autant d'appétence pour l'autre que depuis le confinement. C'est vrai que même ma fille, pardon de parler de moi, qui a 18 ans, bon voilà, c'est une ado, préadulte, etc., etc. Vous savez tous, alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes jeune, mais Asdine doit savoir ce dont je parle. À 18 ans, ils n'ont pas trop envie de discuter avec qui que ce soit. Ben là, elle a envie de discuter avec tout le monde. Elle a envie de discuter avec tout le monde. Donc, je suis persuadé qu'il va y avoir un mouvement massif, joyeux, puissant. À partir de là, si on part sur des grands festivals, etc., et qu'on commence à discuter, à rêver et à mettre en place ce rêve-là, ben peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Je ne suis pas convaincu qu'une initiative style appel, etc., fasse quelque chose. Par contre, des festivals un petit peu culturels et politiques partout en France, ça peut le faire. En tout cas, moi, j'ai envie de ça. Je ne vais pas parler d'appel, hein. À moins que tu penses à un appel. Un appel, c'est une vraie réunion. Je suis pas fan d'un appel non plus, quoi. Voilà, je sais que c'est pas ce que tu as proposé, Wissam. Hein. C'est juste que c'est des idées qui courent en ce moment, donc voilà. Oui. Non, ça serait des vraies rencontres. Julien Talpin, ta conclusion? Peut-être pour conclure, moi je crois effectivement que les périodes de crise créent des opportunités. Comme le disait Mohamed, il y a peut-être une opportunité d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui bougent et des gens qui se rendent compte qu'en fait des invisibles, les caissières, les éboueurs, les personnels de santé, évidemment, qui pour beaucoup sont des gens qui habitent dans les quartiers populaires, qui pour beaucoup sont racisés, etc. On se rend compte de leur utilité sociale enfin, et ils ne sont pas uniquement vus sous le prisme de la menace et du danger. Donc là, il y a peut-être des choses qui bougent et sur lesquelles il va être possible de construire. Deuxième élément, opportunité, parce que moi je pense que en fait cette crise et ce confinement a été un moment de politisation de la société en fait. C'est-à-dire que en fait tu disais est-ce que c'est pas un retrait de l'État, etc. Mais l'État n'a jamais été aussi présent, que ce soit par la police, etc. Mais on a aussi tous les soirs la Pravda qui nous parle pour nous annoncer le bilan, etc. On n'en est pas au niveau de Trump, mais quand même il y a une présence de l'État pour le meilleur et pour le pire surtout. Hein, et donc cette politisation, mais c'est aussi une politisation ordinaire des gens, et là de toute la société, mais y compris dans les quartiers populaires. Moi je pense que cette politisation ordinaire liée à cette crise, en fait ça peut être un support d'auto-organisation. Et donc tu demandais mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi je pense qu'après le confinement, il faudrait se servir de cette politisation ordinaire, voilà, parce que tout le monde a un avis sur est-ce que le gouvernement a bien ou pas géré la crise, est-ce que les violences policières sont légitimes ou pas, etc. Après la fin du confinement, il faut s'appuyer sur cette politisation ordinaire pour élargir nos organisations, élargir nos mouvements. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour créer du rapport de force et du changement social, le nombre compte quand même. Et donc, plus on sera nombreux, plus on aura de chances de l'emporter. Et donc, s'appuyer sur ce que je disais tout à l'heure, à la fois les initiatives de solidarité, cette politisation ordinaire, pour faire grossir nos organisations. Après, ça peut paraître un peu cynique, ou voilà, de se dire il faut en bénéficier politiquement, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à construire de ce point de vue-là. Et puis, dernier point, avec tout le scepticisme qui nous entoure quand même autour des annonces de Macron, il a, je crois, dit au Financial Times il y a quelques jours qu'il voulait déclencher un plan Marshall en France. Ça veut dire que quand même, et heureusement, il y a beaucoup d'argent public qui va être injecté dans l'économie dans les mois et les années à venir.
tout l'enjeu derrière, ça va être de savoir où est-ce que ça va aller en fait. Est-ce que ça va être aussi pour baisser les charges des entreprises, pour baisser les impôts des plus riches pour qu'ils investissent selon la fameuse théorie du ruissellement, ou est-ce que ça va être pour reconstruire des services publics, pour construire des infrastructures de santé dans les quartiers populaires notamment, etc. Et ça, je le redis, il va falloir créer du rapport de force. Et là, il va falloir être nombreux et peut-être se rassembler. Et c'est pour ça que ce type d'initiative que tu évoquais peut être utile. Ouais, savoir où va l'argent et savoir aussi qui va payer tout ça. Alors, alors on va s'arrêter là. Merci à vous trois. Merci Azdine Taibi. Merci Mohamed Ben. Merci Julien Talpin. Avant de nous quitter. Wissam, merci Julien et Mohamed. Merci beaucoup. Merci Julien, merci Azdine, merci tout le monde. Alors, avant de nous quitter, juste 3 mots. Tout d'abord, de continuer à partager cette émission pour qu'une émission d'aussi bonne qualité soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner à la page de Parole d'honneur. Si vous voulez faire des dons sur les liens qui s'affichent. Alors, je ne sais pas si l'équipe de PDH a réussi à retrouver le lien pour le syndicat des quartiers. Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourras nous le renvoyer à la fin de l'émission? Je te l'envoie par Messenger sans souci. Super. Et ça me fait penser aussi, c'est quelque chose que je fais. D'ailleurs, pardon, oui. Si tu le veux en direct, Jujudine, si tu peux l'envoyer, envoie-le. Voilà, donc en direct, et sinon, tu me l'enverras et on le remettra dans les commentaires. J'en profite aussi pour dire un grand merci, je le dis rarement, à toute l'équipe technique, à Omar qui s'occupe de diffuser toutes les émissions, à Yanis, à Louisa, à Azine, à toute l'équipe de pédage. Je le fais très rarement, donc là, j'en profite. Pour la prochaine émission de la Perm, on se retrouve mardi à 18h. On vous dit très vite le programme et les invités. En tout cas, le rendez-vous est pris mardi 10h. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Prenez soin de vous et bonne soirée. Merci à vous trois, merci beaucoup. Ciao. Ouais. Merci, ciao. super.